Bonjour à tous, bienvenue sur Focus. La première vidéo de cette chaîne va porter sur l'histoire de la pensée économique. En matière de découverte de l'économie, connaître l'histoire de la pensée économique est une étape importante de cet apprentissage car l'histoire n'est pas figée et face à un problème économique, il n'y a pas de réponse toute faite. Des économistes de renom peuvent proposer des mesures de politique économique tout à fait différentes car les hypothèses sur lesquelles ils s'appuient ne sont pas les mêmes. Alors dans cette présentation, il ne s'agit pas de rentrer dans des détails complexes, mais de présenter les principaux courants économiques qui ont existé et se sont imposés au fil de l'histoire, d'illustrer les points d'accord mais aussi les clivages qui peuvent exister entre ces différents courants de pensée. Je vais adopter une présentation historique qui part des balbutiements de la science économique jusqu'aux courants de pensée contemporains des années 70-80. Pour des soucis de commodité, la vidéo va être découpée en plusieurs parties. Observer l'histoire de la pensée économique, ce n'est pas simplement se tourner vers le passé, puisque les décisions politiques actuelles en matière économique sont influencées par des idéologies plus ou moins interventionnistes ou libérales, pour dire les choses simplement. Quand on parle par exemple de Colombe ou de Faucon pour désigner des gouverneurs de banque centrale, je vous laisserai chercher pour ceux que cela intéresse, cela fait directement référence à la sensibilité économique du gouverneur. En un mot, le but d'étudier le passé au travers de l'histoire de la pensée économique permet de mieux comprendre le présent et peut-être d'anticiper l'avenir. Bon visionnage sur Focus. Étymologiquement, économie est un mot d'origine grecque, du grec ancien oikonomia, constitué de oikos, la maison, et nomos, qui veut dire gérer, administrer. Finalement, l'économie, ce serait la gestion de la maison. Aujourd'hui, le sens a un peu évolué puisque ce qui caractérise l'économie, c'est la rareté. Pour prendre une expression commune, quand on dit faire des économies, c'est ne pas dépenser son argent inutilement, c'est éviter de le gaspiller. En fait, on n'économise que ce qui est rare. Les biens libres ne vont pas être l'objet de l'économie. Ce qui va être l'objet de l'économie, ce sont les biens économiques, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas présents en abondance dans la nature et qui doivent faire l'objet d'un travail humain pour être rendus exploitables et répondre ainsi à des besoins. Par conséquent, il existe un problème économique lorsque l'homme est confronté à une insuffisance de ressources par rapport à ses besoins. Alors, c'était une parenthèse sur le sens qu'avait pris le terme économie aujourd'hui, et c'est aussi le sens qu'on lui donne lorsqu'on étudie cette discipline. La pensée économique moderne, elle démarre au XVIIIe siècle. Entre l'Antiquité, où apparaît le mot, et le XVIIIe siècle, il y a des bribes de pensée économique qui sont représentées par les écrits de Platon, Aristote et les mercantilistes du XVIIe siècle. Aristote, par exemple, va se poser la question de la justice dans la répartition des richesses. Quel va être le juste prix? Platon, lui, il a une pensée économique qui va être tournée autour de la question de la démographie, et en se demandant en fait s'il y a une taille de population optimale. Enfin, les mercantilistes au XVIe siècle, dont les deux noms connus sont Jean Bodin et Jean-Baptiste Colbert, jouent un rôle dans le contexte de la Renaissance. Les mercantilistes, ils valorisent le commerce car la richesse d'une nation, selon eux, correspond à la quantité d'or détenue par le souverain. Le commerce international va être alors le moyen pour eux d'accumuler de la richesse, mais ça de manière unilatérale. Pour cela, il y a une nécessité d'une intervention de l'État pour obtenir des excédents commerciaux, c'est-à-dire favoriser les exportations pour faire entrer de l'or, mais également des politiques protectionnistes, par exemple des droits de douane, des subventions à l'export, pour freiner les importations de manière à ce que l'or ne puisse pas sortir. On considère que la pensée économique devient réellement cohérente au XVIIIe siècle avec le courant des physiocrates puis les économistes classiques. La pensée dominante, on l'appelle alors économie politique. L'économie politique, initialement, c'est une pensée sur une bonne gestion des finances publiques de la cité. C'est à partir du XVIIIe siècle qu'il va y avoir une pensée sur l'organisation de la production, la création de richesses, ou encore la productivité. Le contexte, c'est l'interventionnisme mercantiliste, et les physiocrates vont s'opposer au protectionnisme. Ils sont ainsi pour la libéralisation des échanges, avec la fameuse citation de Vincent de Gournay « Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises ». Parmi les premiers économistes de l'économie politique, on trouve François Quesnay, qui est connu pour avoir créé un tableau économique qui analyse le fonctionnement de l'économie sous forme de circuits, ce qui en fait préfigure déjà la logique de la comptabilité nationale qu'on connaît aujourd'hui. C'est, on peut dire, le véritable premier économiste car il est le premier à parler de sciences économiques et il aime la méthode scientifique. Donc il met en place un raisonnement économique consistant à identifier un problème, voir quelle solution est la plus évidente, et il va essayer de dépasser cette solution évidente. Ensuite, l'objectif est de diffuser l'idée de la solution. Par exemple, François Quesnay va créer un journal pour diffuser ses idées. Concrètement, les physiocrates cherchent à répondre à un problème, qui est celui de l'endettement, la dette publique. La solution habituelle, c'était la banqueroute de l'État. Mais les physiocrates vont chercher une autre solution en s'interrogeant sur le lien qui existe entre la dette publique, la production et les impôts. La solution qui est trouvée, c'est la croissance économique, puisque la croissance, ça va apporter les revenus dont on a besoin pour rembourser la dette. Finalement, on passe d'une vision statique à une vision dynamique de l'économie. La deuxième question, c'est comment faire de la croissance, puisque la solution est la croissance économique. La solution à cette question, pour les physiocrates, repose dans la magie de la nature,
Pour François Quesnay, l'agriculture c'est un secteur qui est fondamental pour la croissance, puisque quand on met un grain de blé en terre, quelques mois plus tard, il y a un épi de blé. Donc finalement l'agriculture, ça permet d'augmenter la quantité produite du fait de la magie de la nature. Et comme l'agriculture est source de création de richesse, il faut libéraliser en premier lieu les produits agricoles. Après avoir été bénéfique pour l'économie nationale, le mercantilisme est accusé d'être à l'origine de conflits économiques. Et le contexte de la philosophie des Lumières, qui prône plus de liberté individuelle, amène à l'émergence d'un nouveau courant dominant, les économistes classiques, dont les noms les plus connus sont Adam Smith, David Ricardo ou encore, pour les Français, Jean-Baptiste Say. Il y a deux apports principaux d'Adam Smith. D'abord, il identifie l'efficacité dans le système productif, d'une forme particulière d'intelligence qui est l'organisation du travail. Il s'intéresse à la division du travail et montre, au travers de son exemple célèbre de la manufacture d'épingles, que la spécialisation des tâches entre les individus accroît la productivité. Ainsi, la division du travail améliore l'efficacité du travail et donc la croissance économique. Le deuxième apport d'Adam Smith est l'importance du marché, au travers de la main invisible. Il y a pour lui une forme d'harmonie sociale issue de l'économie de marché et il met en avant le rôle moteur de l'intérêt personnel. La recherche par chacun de son intérêt individuel contribue à l'intérêt général. Ça implique que la régulation par le marché est à privilégier, ce qui limite donc le rôle de l'État. De son côté, Ricardo met en avant un risque d'état stationnaire en raison des rendements décroissants, c'est-à-dire que la productivité marginale d'un facteur de production diminue lorsque la quantité utilisée de ce facteur augmente. Quand on parle de productivité marginale d'un facteur de production, on parle en fait de l'efficacité de la dernière unité utilisée pour produire. Le raisonnement est logique. Dans tout processus productif, on commence d'abord par utiliser les facteurs de production les plus efficaces, puis on est amené progressivement à devoir se tourner vers des facteurs de production de moins en moins efficaces. C'est l'exemple des terres anglaises qui s'épuisent assez vite, puisque plus on augmente le nombre de terres cultivées, moins les terres mises en culture sont fertiles. Et ce raisonnement, il est identique pour le facteur travail. Pour les travailleurs, on va d'abord recruter les plus compétents, puis on se tourne si besoin vers ceux qui ont été laissés de côté, etc. Donc le problème des physiocrates, c'est de ne pas avoir vu ces rendements décroissants. Donc la terre anglaise s'épuise assez vite, mais dans la mesure où il est possible de bénéficier de la prospérité d'autres pays, il faut développer le libre-échange avec les voisins. Ricardo s'intéresse également au moteur de la croissance et il identifie 3 classes parmi les individus. D'un côté, les propriétaires terriens bénéficient d'un revenu sans avoir à travailler. Donc en fait, le revenu dont ils perçoivent, ça correspond à un loyer qui se dit en anglais to rent, ce qui deviendra par la suite une rente. Donc les propriétaires terriens sont des rentiers qui détournent à partir d'un droit de propriété une partie de la richesse nationale sans avoir à fournir d'efforts. De leur côté, les salariés apportent leur force de travail et reçoivent en contrepartie un salaire. Enfin, l'acteur qui va être important selon Ricardo pour développer l'économie nationale, celui qui va préparer l'avenir, qui va apporter les capitaux, c'est le capitaliste. En fait, il est assimilé à l'entrepreneur, selon Ricardo. Il a des coûts certains, des salaires à verser, des semences à acheter par exemple, et des revenus incertains. Par exemple, une récolte qui va dépendre du climat. La différence va constituer son profit. Pour Ricardo, la société doit faire en sorte pour parvenir à se développer de maximiser le profit. Le moyen, c'est le libre-échange et l'individu privilégié, c'est le capitaliste. Une remarque, c'est que d'après la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, même si un pays ne dispose pas d'avantages absolus, il a intérêt à participer au libre-échange. Il doit alors se spécialiser dans la production des biens qu'il produit le plus efficacement, même si la production est encore plus efficace dans d'autres pays. Pour repousser l'état stationnaire, l'économie doit compter sur le progrès technique qui peut s'accroître par l'investissement. C'est parce qu'il y a un capitaliste qui fait du profit qu'il y a un investissement, et parce qu'il y a un investissement, il y a du progrès technique permettant la croissance économique. Donc Ricardo est d'accord avec les physiocrates lorsqu'ils disent que la croissance est importante, mais son vecteur c'est moins le caractère magique de l'agriculture que l'enthousiasme et la volonté du capitaliste. La croissance des physiocrates a un problème, les rendements décroissants. La solution, c'est d'utiliser les bonnes terres dans les bonnes parties de la planète, c'est-à-dire développer le libre-échange, et favoriser le progrès technique. L'école française classique, quant à elle, est représentée par Jean-Baptiste Say, qui est connu pour sa loi des débouchés. L'offre crée sa propre demande. En fait, la loi des débouchés cherche à démontrer l'impossibilité d'un déséquilibre entre l'offre et la demande globale. La logique est la suivante, la valeur des biens et services offerts va se transformer en un revenu qui va être intégralement dépensé pour l'achat de biens et services, et en conséquence, dans l'économie prise dans son ensemble, la demande globale est nécessairement égale à l'offre globale. On va expliquer un petit peu cette logique. Lorsqu'une entreprise produit, elle pourrait avoir l'angoisse de ne pas pouvoir écouler sa production, puisque la demande serait insuffisante. Cependant, cette entreprise distribue des salaires et rémunère le capital de ses actionnaires. Donc l'équivalent de la production qu'elle met sur le marché est mis à disposition de la population, soit sous forme de salaire, soit sous forme de dividendes distribués. Donc,
toute la production va être transformée en revenu, qui est lui-même utilisé en dépenses de consommation ou en épargne. La demande globale, quant à elle, elle est égale à la demande de biens de consommation et à la demande de biens de production, c'est-à-dire l'investissement. Donc on a offre globale est égale à consommation plus épargne, et la demande globale qui est égale à consommation plus investissement. Mathématiquement, la demande globale ne peut être égale à l'offre globale que si l'épargne est égale à l'investissement. Cette égalité est justement vérifiée par la flexibilité du taux d'intérêt réel. La conclusion est que si une entreprise n'arrive pas à vendre, ce n'est pas parce qu'il y a un manque de demande, c'est qu'il n'y a pas assez de demande pour son produit. Ce n'est pas le système qui est fautif, mais l'entreprise qui n'est pas capable de fournir à la clientèle ce dont elle a besoin. Il n'y a pas de problème au niveau agrégé. C'est une loi qui est contestée car il ne devrait pas y avoir de crise de surproduction généralisée. Tout au plus certaines entreprises qui ferment. Pourtant, l'économie connaît des à-coups. Néanmoins, d'un point de vue statistique, les économistes s'accordent à dire que la production est redistribuée sous forme de revenus et qu'il y a égalité entre la production et le revenu. Une remarque, c'est que toute la loi des débouchés repose sur l'hypothèse que l'épargne n'est pas thésaurisée, autrement dit que l'épargne est placée et rapporte des intérêts. Pour ça, il faut admettre que les agents n'ont pas, selon l'expression de Keynes, de préférence pour la liquidité. Au XIXe siècle, l'essor du capitalisme industriel sous l'économie classique s'accompagne d'une paupérisation importante de la population. Le marxisme s'inscrit alors en opposition à la propriété privée des moyens de production et aspire à une plus grande justice sociale. Le marxisme est un mouvement théorique et politique qui se base sur l'expérience des luttes populaires et sur une analyse économique du capitalisme. Il s'appuie sur les écrits de Marx et dans une moindre mesure ceux de Engels. Marx voit se développer l'école des néoclassiques, mais finalement son fondement intellectuel est essentiellement inspiré par Ricardo. Il apporte une critique de l'économie de marché. Dans le mécanisme de marché, il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Les entreprises ne tirent leur profit que de l'exploitation des travailleurs, c'est-à-dire en baissant systématiquement les salaires et en substituant du capital au travail, c'est-à-dire en remplaçant les hommes par les machines. Et il arrive à un niveau en dessous duquel il n'est plus possible de baisser les salaires. Donc le système est condamné à vivre avec un niveau de chômage élevé pour maintenir des salaires bas. Selon Marx, la rémunération du travail va se fixer au niveau du minimum de subsistance, en raison de la masse de chômeurs dans l'économie que les capitalistes s'efforcent de conserver, ce qu'il appelle l'armée industrielle de réserve. Le rapport de force est particulièrement déséquilibré, puisque alors que le capitaliste fournit du capital, le prolétaire ne peut vendre que sa force de travail. Pour Marx, le capital, c'est le rapport social qui permet au capitaliste d'acheter la force de travail du prolétaire. Le capitaliste ne doit son profit qu'à l'exploitation des travailleurs. La contradiction vient du fait que cette classe prolétarienne a de plus en plus de mal à acheter les marchandises produites par le système. Les salaires bas et le chômage vont déprimer la demande et entraîner des crises de surproduction qui devraient, selon Marx, condamner le capitalisme. Après avoir étudié les premières bribes de pensée économique puis la structuration de la pensée économique avec les classiques, nous poursuivrons avec le prolongement de la pensée classique avec des économistes néoclassiques, puis nous évoquerons la révolution keynésienne. Enfin, une dernière partie sera consacrée à l'étude des écoles de pensée économique contemporaines.